Bonjour Nathalie, Salut Mathieu. ça va? Ouais, ça va bien. Toi Super. aussi? Bah écoute, moi aussi, ouais, c'est la grande Bon. forme aujourd'hui et du coup, effectivement, je te retrouve donc du coup pour une session d'investigation, une nouvelle session d'investigation, une première ensemble. Et donc c'est avec grand plaisir. Oui. Donc dans quelques minutes, on va démarrer. Tu as peut-être quelque chose à dire en amont de démarrer la vidéo ou on commence, comme tu veux. Ah bah écoute, non, rien de particulier. Je suis préparée pour faire cette investigation avec grand plaisir, découvrir le nouveau sujet que je ne connais pas. Super. Et puis voilà, répondre aux questions avec toute l'information la plus juste qui soit et qui m'arrivera. On verra. Voilà. Parfait. Eh bien, écoute, je te laisse t'allonger Ouais, confortablement ça de la marche. manière que tu préfères, que tu souhaites. Et dans un instant, je vais démarrer l'induction. Ok, c'est bon pour moi. Parfait. Nathalie, tu vas te concentrer sur ma voix. Je vais donc faire un décompte de 10 à 1 et à chaque chiffre que je vais prononcer, tu vas t'enfoncer progressivement et lentement dans un état de décontraction totale. 10, 9, plus je prononce les chiffres et plus tu t'enfonces, plus tu t'abandonnes lentement à cette induction. 8, 7, 6. Tu es de plus en plus détendu. 5, 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Nathalie, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras chez toi, allongé, détendu dans l'éther. 1, 2, 3. Dis-moi, Nathalie, où es-tu? Ça va, je suis bien, j'ai fait monter mes fréquences, Ok, j'ai activé mes protections. Pour l'instant, je suis juste bien. très bien. Je- Tu vas rester dans cet état-là pour le moment. Je vais maintenant compter de nouveau de 1 à 3. Et à mon 3, tu vas te connecter avec le terme métavers. Et tu me diras ce que tu perçois et ce que tu visualises. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu perçois, Nathalie? Le terme métavers. Je Métavers. perçois, première chose qui me vient, c'est Mhm. euh, deux, deux parties, Oui. comme l'association de deux mondes, Mhm. de, de deux catégories. Très bien. Euh, Ok.
Est-ce que tu as d'autres informations qui te viennent comme ça, hormis cette image? Alors, alors, Mhm. c'est en fait c'est comme si c'était décomposé en deux mots, méta et Oui, vers. ok. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, hein. Mhm. Métavers, je sais pas. C'est comme si le mot méta en fait était vraiment ce qui englobe la définition Ok, dans quelque chose de profond. oui, c'est très clair. Merci Nathalie. Je vois pas plus, ouais. Non, mais je vais te donner Et des... vert, je sais pas. Ok. Je vais te donner des informations supplémentaires, puisque le terme métavers, métaverse, plus exactement, est inventé par Neil Stephenson dans le roman cyberpunk Snow Crash en 1992, pour indiquer un espace tridimensionnel au sein duquel les individus peuvent se déplacer, partager et interagir via des avatars qu'ils ont personnalisés, des avatars virtuels. Que vois-tu au sujet des informations que je viens de te communiquer? En fait, quand je te parlais du mot méta, je voyais Oui, comme un univers, mais je mhm, comprenais pas parce que bien effectivement, sûr. c'était pas l'univers dont on a dont on connaît la définition. Oui, oui, Donc là, je comprends mieux parce que c'est quelque chose de virtuel a priori. tout à fait. Et alors, la question était, qu'est-ce que je vois par rapport à cette définition que tu viens de me Exactement, au donner? sujet de ces informations, c'est-à-dire de cet espace tridimensionnel au sein duquel des individus vont se déplacer, partager, interagir, un peu comme dans la réalité, mais virtuellement. Qu'est-ce que tu perçois de ces informations? Je perçois comme une projection, une image Mhm. projetée euh, de quelque chose qui existe déjà naturellement, Ouais, mais là à un niveau inférieur, c'est-à-dire que c'est comme si c'était juste l'image en fait et qu'elle n'a absolument pas les propriétés de ce qu'on voudrait recréer qui est naturel au départ. Euh, ok. voilà, du fait Mhm. que certainement ce soit totalement artificiel, je vois que c'est quelque chose de comme une projection, comme quand tu projettes une image avec un vidéoprojecteur par exemple, Oui, et tu me parles de tridimension, mais là, moi ce que je vois, c'est comme si c'était en 2D. En fait, c'est totalement réduit, limité. ok. C'est très bien, très intéressant. Ok, Nathalie. Au cours des 30 dernières années, à ce jour, quelles informations, événements, opérations vois-tu comme les plus importants liés au métaverse? C'est-à-dire, depuis les 30 dernières années et jusqu'à aujourd'hui, quelles informations, événements ou opérations vois-tu comme les plus importants qui ont été liés au métavers? Ouais, la première chose qui me vient, ce sont les plateformes, plateformes de jeux en l'occurrence, Ok, où les personnes se mettent en jeu justement et se créent des personnages. Et je vois que il y a un danger en fait. ok, Euh, Ça a été vraiment, c'est comme si ça avait été la chose la plus importante qui se soit créée en termes de plateforme de partage et d'échange mhm, au sein de laquelle on est un personnage. Et je vois un danger parce que la personne se prend tellement au jeu oui, d'acteur que à un moment donné, elle se ressent comme être appartenant à ce monde-là et plus au sien. très bien. C'est très clair, Nathalie. Est-ce que tu vois d'autres informations, événements, opérations, du coup, liées au métaverse depuis les 30 dernières années? Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient?
Ben, après, je suis renvoyée sur des plateformes, alors plateformes ou systèmes informatiques. Oui, Je sais pas si ça a un lien ou pas. Je sais pas. Je suis renvoyée au système de banque, par exemple, des choses comme ça. ok, très bien. Euh, oui, non, Très bien, surtout ouais, le jeu ouais, les banques. Pour l'instant, j'ai ça, pas plus. parfait. Le métaverse devient ce concept de monde virtuel pour lequel Facebook, Google, Nvidia, Microsoft et d'autres entreprises investissent avec des opérations commerciales très importantes. Observe les futures implications physiques et éthériques les plus importantes liées au projet métaverse à partir de 2022. D'observer les Mm. implications physiques et éthériques les plus importantes. Alors, ce que je ressens là en premier lieu, c'est une notion d'enfermement encore plus prononcée. Mhm. Euh, comme pour maintenir cette, ce contrôle mental Oui, et l'enfermer encore plus. En 2022, en fait, c'est comme si en 2022, les choses allaient s'accentuer, s'aggraver, parce que parallèlement, il y a d'autres choses qui se produisent, beaucoup plus mhm. lumineuses. C'est un moyen, je vois au niveau plus éthérique en fait, Mhm. plus hiérarchique, un moyen d'enfermer encore plus la population, l'homme en général. Très bien. Voilà, pour éviter qu'il ne s'éveille et qu'il prenne conscience de tout ça, Mhm. de tout. Euh, attends, je regarde un petit peu au niveau éthérique. Tout à fait, j'allais te dire là du coup, au niveau éthérique, énergétique, qu'est-ce que tu perçois chez les personnes qui vont se connecter à ce métaverse? Quelles implications? Une sensation d'addiction, de besoin, de se nourrir de cette connexion. C'est, ça va générer, je vois, alors je le ressens au niveau du plexus solaire, mais Mhm. ça m'indique en fait que ça va créer un, un besoin encore plus fort que de s'accrocher à ces réseaux en fait. Et pour certains qui justement ne sont pas éveillés du tout, n'ont pas cette fibre, cette Mhm. conscience qui leur permet de discerner, euh, ça va les rendre euh, totalement, ça va les robotiser en quelque sorte. Euh, Ok. alors en même temps, je t'ai pas vraiment répondu parce que c'est toujours des ressentis que j'ai, Non, non, mais c'est mais très bien. au niveau, c'est une forme d'énergie qui se situe Mhm. au niveau du solaire, du plexus, et ça vient comme, si tu veux, l'image que j'ai, c'est comme si Oui. on donnait un coup de poing à la personne, qu'elle se repliait sur elle-même, et du coup, ça l'empêche de grandir, Hmm. et ça l'enferme, tu vois, ça la recroqueville, Ok. et donc dans cette addiction à tout ce système, en fait, de métavers, comme tu dis. Très bien. C'est extrêmement clair. Je vais te demander maintenant de régresser jusqu'au moment où le projet métaverse dédié au monde virtuel est créé et élaboré. Qui sont les promoteurs de ce projet et quel est leur objectif réel? À la base, je vois alors, Mhm. quelque chose qui correspondrait aux années 70, Ok. 70 et à la base, je vois plutôt quelque chose de créé pour la cinématographie. Mhm. Donc quelque chose de fictif en fait Oui. pour voilà pour
les films, et oui, à la base, c'est plutôt Ouais. artistique, d'après ce que je ressens, et on vient ensuite derrière s'en accaparer Pour? pour des mauvaises intentions, si tu veux, et D'accord. détourner en fait Mhm. l'idée de base. Très bien. Alors, je vais te demander d'aller au moment où ce changement d'intention par rapport à ce projet métaverse a eu lieu et de me dire donc qui est impliqué. Là, je vois une dizaine d'années après, Ouais. Ok. dans les années 80. Mhm. Et alors là, pour le coup, je vois que c'est plutôt lié à l'état, ce qu'on appelle l'état profond, je ne sais plus le terme anglais, peu importe, l'état Oui, oui. profond, Ok. Très bien. qui met des ingénieurs, des personnes, Mhm. des services un peu secrets sur le projet d'étude de ces Ok. systèmes qui, euh, qui vont créer des réseaux au niveau mondial. Mhm. Et, euh, et en même temps, je suis renvoyée à quelque chose que j'ai déjà perçu lorsqu'on avait fait l'enquête sur Zuckerberg, c'est-à-dire que je vois que Ouais. derrière, il y a toute une base, Mhm. et je perçois à nouveau des grilles en fait qui travaillent aussi en collaboration d'ailleurs avec ces hommes sur ces Ok. projets Cette base, elle est ouais, sur Terre? toujours pareil. Non. Euh, Ouais. oui, Oui. oui et non, les D'accord. deux. C'est-à-dire que les deux. Très bien. Ok. Ouais. Le 28 octobre 2021, Mark Zuckerberg a annoncé que la société Facebook, à la tête d'applications telles qu'Instagram, WhatsApp et Messenger, et également de casques de réalité virtuelle, l'Oculus Rift et d'autres, change de nom pour Meta Platforms. Le logo porte le simple terme Meta, qui est le symbole de l'infini. Qu'en perçois-tu? Qu'est-ce que tu perçois de ces informations? Alors, ce que je perçois directement, c'est Oui, l'infini dans le fini. l'infini dans le fini. Très bien. C'est-à-dire que Mhm. il va comme transmettre une notion d'infini Oui. possibilité, d'infini euh, qui en fait sont elles-mêmes totalement limitées, Mhm. cadrées dans quelque chose de totalement fini, puisque c'est un monde virtuel et que Oui. euh, ce monde-là a ses limites Mhm. euh, et que voilà, c'est quelque chose c'est une pure création Mhm. qui peut être amenée à disparaître du jour au lendemain, en fait, tout simplement. Très bien. C'est quelque chose qui n'engendre rien. Ok. C'est très clair. Ok. Je vais te demander maintenant de t'attarder donc sur ce changement de nom Meta, Facebook vers Meta, et en me disant et en recherchant toutes les implications ésotériques que tu y vois connectées à ce changement de nom de Facebook à Meta, et également donc du coup sur ce symbole de l'infini dont tu viens déjà de me parler de manière très claire, mais est-ce que tu vois d'autres implications ésotériques qui seraient connectées au symbole et au nom? Oui, en fait, ce nom-là, Mhm. c'est un message subliminal, Très tout bien. simplement, et c'est très bien étudié, parce que le fait de le lire, Mhm. euh, euh, ou de poser les yeux dessus, de le lire, ouais, quelque part, la conscience de la personne, en fait, va assimiler ce mot comme à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large, beaucoup plus, qui donne beaucoup plus de possibilités, en De fait, possibilités, ouais, tout à fait.
et comme une notion de liberté, quelque chose de, sauf que c'est leurré totalement. C'est un leurre. Ok, très bien. Et, et, euh, et en ça, ça va donc du coup attirer. euh, En fait, ce que je perçois, c'est que avec le terme Facebook ou les autres applications, enfin logiciels, je sais pas comment tu les appelles, systèmes, c'est quelque chose qui commençait à mourir un petit peu dans la conscience des gens. Ouais. Le fait de le renommer avec ce terme-là, Mhm. c'est comme un renouveau et un leurre de messages de euh, comment dire, de partage, de connexion, de réseau, avec cette notion de liberté, alors qu'en fait c'est l'inverse, ça enferme encore plus. Je sais pas si c'est clair, mais Si, si. je perçois de cette manière-là. Ça l'est, c'est très clair au contraire. Ok. Je vais maintenant t'indiquer comment Mark Zuckerberg décrit le projet Metaverse. Pour lui, et lorsqu'il s'adresse à ceux qui vont y participer, il leur dit qu'à l'avenir, ils pourront se téléporter instantanément comme un hologramme pour être au bureau sans avoir besoin de se déplacer, à un concert avec des amis ou dans le salon de leurs parents pour être ensemble. Il leur dit que ça leur ouvrira plus d'opportunités, peu importe où ils vivent. Décode ce message par rapport aux intentions et les fréquences également que tu perçois. Déjà, ça me renvoie à ce que je percevais tout à l'heure, cette Oui, notion de projection, tout à fait. hologramme, projection Mhm. d'image. Euh, Ce que je perçois, c'est que c'est la personne, en fait, ce qui va être projeté d'elle, c'est c'est pas un hologramme. L'hologramme contient toute l'information Mhm. de la personne. Là, c'est comme le fantôme. C'est comme la projection du fantôme de la personne, c'est-à-dire de quelque chose d'inexistant. Enfin, quand je parle de fantôme, là, c'est péjoratif, tu vois. Non, non, mais je Euh, comprends, mais je vais te demander du coup de préciser ça. Qu'est-ce que tu entends exactement par fantôme? Est-ce que c'est une partie? Donc tu dis qu'il n'y a rien, mais est-ce qu'il y a quelque hmm. chose du coup qui se crée une fois qu'il y a cette C'est connexion, cette hmm, intégration au métavers? c'est vide, en fait. C'est C'est comme vide. une image vide. Donc, au niveau énergétique, c'est vide. Mhm. Il n'y a rien. Il n'y a rien dedans. Euh, ouais, c'est de l'information vide de sens et vide de Mhm. conscience. Ok. Je vais maintenant à ce moment-là te demander de t'intéresser à ce qu'il se passe exactement dans le corps, énergétiquement, de la personne du coup qui se connecte à ce métavers. Lorsqu'il est en train de jouer, en train d'expérimenter le métavers, qu'est-ce qu'il se passe dans son corps? Essaye de trouver une personne Mm. et de le regarder attentivement et de me décrire ce que tu vois pendant qu'il est en train de se mouvoir Ouais. dans cet univers virtuel. Je vois un jeune en fait qui joue. Mhm. Ok. Et dans son corps, ce que je perçois, ce sont des comme de petits courts-circuits. Donc Ouais. courts-circuits électriques, comme s'il avait des petites décharges électriques Ok. euh, qui se mettaient en place dans tout son corps au moment où il joue, où il se connecte à ce système-là, ce nouveau système. Mhm. Ça crée quelque chose d'électrique qui se passe, qui se produit. Et en fait, ça vient perturber son champ à lui, son champ électromagnétique à lui, son Ok. énergie. Très bien. Ça vient tout perturber. C'est Ok. comme si ça désordonnait totalement ces particules. Mhm. C'est extrêmement clair. Ok. Je vais maintenant compter de 1 à 3, Nathalie. Et à mon 3, j'aimerais finalement, je viens d'anticiper,
la question en fait suivante, puisque je viens de te demander de faire exactement ce qui était décrit dans cette question-là, donc tu viens de le faire, te connecter à une Mm. personne, du coup, qui utilise le métavers en 2022. Donc du coup, je vais maintenant te demander d'observer d'un point de vue métaphysique les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique et que tu me décrives quelles fonctions ils ont et comment ils interagissent avec notre champ énergétique. Tu étais en train de me décrire déjà le processus que tu voyais du coup au travers de cette personne utilisant le métavers. Maintenant, j'aimerais que tu observes d'un point de vue métaphysique les appareils qui utilisent actuellement cette technologie numérique et que tu me décrives quelles Mm. fonctions ils ont exactement. Alors, ben, je suis renvoyée encore à quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Oui. Des espèces de plaques euh, Mhm. transparentes dans lesquelles sont contenues l'information. Très bien. Alors, Ouais. a priori, ça pourrait être, d'après, bon là, je mentalise, mais d'après des sources suite à cette enquête que j'avais faite, c'était sur le Ouais. Bitcoin, hein. Ça pourrait être cette matière du graphène, Du parce que c'est graphène. quelque chose de conducteur, Oui. transparent et qui Tout à renferme de fait. l'information. Et Alors, qui je est ne en sais deux. pas. En tout cas, je vois encore ces espèces de plaques Hmm. qu'on utilise pour faire rentrer cette information programmée. Mhm. Et alors, de quelle manière ça va être transmis euh, Oui, tout à fait. Dis-moi quelles fonctions elles ont exactement, ces plaques de graphène que tu visualises. Quelles fonctions? alors, à la fois, c'est quelque chose qui paraît très moderne, à la fois, je vois quelque chose d'archaïque parce que je vois des, des, des branchements, Mhm. des câbles. Le lien entre les deux, je ne sais pas. Ok, très bien. Je pense que ce qu'on est en train de me faire comprendre, c'est que Ouais, par les câbles, on va transmettre l'information qui est comment dire, intégrée dans ces espèces de plaques. Ça va être très bien. transmis par ça. Et quand la personne est connectée, en fait, je vois quelque chose de sombre. Ça vient directement impacter son champ énergétique et c'est très sombre. En plus de ces petits courts-circuits que je voyais, Hmm. euh, ça va, en fait, ces courts-circuits, ça la déconnecte. Ça la déconnecte de sa part lumineuse, Ok, c'est de très sa clair. part spirituelle. Ça la déconnecte. Ok, très bien. J'aimerais maintenant que tu me dises si ce projet métaverse se développera dans le futur. Oui, non ou partiellement. À petite, petite échelle. D'accord. Ça, je vois que, en fait, je perçois que c'est tout petit, donc Mhm. il va y avoir comme un avorton, voilà, de D'accord. la chose. Ok, Et ça va être euh, en parallèle. Il y a autre chose qui fait que ça va pas, ça va pas fonctionner. très bien. Il y a une prise de conscience qui se fait dans tous les cas et qui va Ok. empêcher cette déconnexion pour les plus conscients. Et du coup, Mhm. ça fonctionnera pas, pas C'est longtemps. très clair, Nathalie. Ok. Je vais te demander maintenant de te déconnecter du coup de ce que tu viens de voir et d'avancer jusqu'en 2050. Et j'aimerais que tu me dises si tu vois quelque chose à cette époque-là encore lié au métaverse en 2050, Non. dans un peu C'est moins de tout, 30 ans. c'est effrité. D'accord. Ça fait comme de la poussière, ce que je vois lié à ça. Mhm. C'est totalement dégradé, effrité. Il n'y a plus rien qui tient. En fait, ça ne fait plus de, il n'y a plus de forme. Ok.
Très bien. Il n'y en a. C'est même évaporé. Ok, C'est même évaporé. Ouais. Est-ce que tu arriverais à trouver un utilisateur du métavers en 2050? Est-ce que tu en sens un qui l'utilise encore ou pas? Non, non. Tu sais à Ok. quoi ça me fait, ça Oui, me renvoie? dis-moi. Comme une sorte d'artefact. Ok. Tu vois, un objet de l'Antiquité qu'on Mhm. regarde, dont on a l'information, on comprend à quoi cela a pu servir. C'est Ok. obsolète totalement. Très bien, Nathalie. On en a fini avec la partie fixe et il va nous rester encore quelques minutes pour pouvoir rentrer dans la partie libre. Je vais donc te demander de te déconnecter de cette futurisation 2050, de revenir chez toi. D'abord, est-ce que tu te sens bien? Oui, oui, Super. ça va. Ok. Alors, je vais te demander de te reconnecter à cette personne que tu visualisais tout à l'heure en train d'expérimenter le métaverse. J'aimerais que tu regardes de nouveau ces espèces de court-circuits que tu m'as décrits tout à l'heure dans son champ électromagnétique. C'est extrêmement intéressant puisque on sait aujourd'hui, au travers du coup de la vaccination, que la vaccination a également eu un rôle dans la perturbation du champ électromagnétique chez les différentes personnes qui ont pu la réaliser. J'aimerais que tu me dises s'il y a un lien entre cette perturbation du champ électromagnétique liée au vaccin et également avec ce que produit le métaverse aux utilisateurs. Alors, en fait, ce sont deux choses différentes qui viennent Mhm. s'ajouter, se cumuler. Ok, très bien. La représentation énergétique est différente, Hmm, euh, mais l'association des deux ne fait que décupler les effets. d'accord. C'est très clair, Nathalie. Dis-moi quel est l'objectif de cette perturbation de notre champ électromagnétique. La déconnexion totale avec le soi supérieur, parce que je vois l'énergie devenir noire, Hmm, s'épaissir, se matérialiser et se colmater. d'accord, Ça, c'est elle ne très clair. circule plus, en fait. Hmm. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres perturbations liées du coup au métaverse chez cet utilisateur au niveau de ses autres corps? On a parlé du corps éthérique, tu m'as décrit également tout à l'heure le physique. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ces corps mental, émotionnel ou autres qui soient liés à cette utilisation du métaverse? Et à ce moment-là, décris-les-moi. Au niveau du mental, en fait, Mhm. comme ça génère cette sorte d'addiction. La personne, c'est comme si elle ne pensait plus qu'à ça. Donc, elle n'a pas la place de penser à autre chose. D'accord. Je vois le mental vraiment absorbé comme aspiré Mhm. par ce truc-là. Alors, attention, je ne veux pas faire peur pour ceux qui savent Mhm. discerner. Euh, Ça reste néanmoins une source de partage Mhm. et d'informations qui peuvent être utiles, ces Bien réseaux. sûr. Comme Voilà, dans tout, il y a l'utilisation oui, positive tout et à fait. l'utilisation Mais négative ne de l'outil. pas Ok. éviter de rester trop Mhm. longtemps dessus et savoir discerner parce qu'après, bah, au niveau des corps énergétiques, oui, ça fige en fait, ça fige donc tous les corps, dans tous les corps et ça sépare et ça les sépare, Mhm. ça les ça les espace énormément. C'est C'est comme extrêmement clair, si, Nathalie. Oui, dis-moi. tu vois, quand on superpose les corps énergétiques, mental, Mhm. sexuel, éthérique, enfin tous les Oui, oui, corps, tout à je les fait. vois très rapprochés et superposés, alignés. Et là, Mhm. c'est comme si entre chacun, il y avait une distance phénoménale qui se crée. Ok.
C'est extrêmement clair dans la description du phénomène que tu perçois. Ok, je vais te demander maintenant, du coup, toujours de rester connecté à cette personne. Tu m'as parlé tout à l'heure de contrôle mental. J'aimerais juste que tu me dises ce que tu vois plus précisément autour, du coup, de ce terme. Hmm. Ça passe par les yeux. Ok, très bien. Il y a des récepteurs en fait. Ouais. C'est comme, oui, je vois des récepteurs dans les yeux Mhm. de la personne, des petits récepteurs biologiques en fait, Ouais. euh, qui viennent pomper l'image, les rayonnements, les ondes de l'image ou de l'information, de ce qui est transmis en fait, oui, de l'image. Mhm. Dans tous les cas, c'est une image, même si ce sont des écrits, ça, c'est de l'image qui est renvoyée avec de l'information. Et là, Ok. je vois que ça passe par l'œil. Mhm. Et l'œil, en fait, il capte. Il y a des capteurs, je sais pas comment ça s'appelle. Il y a des Ah ouais. capteurs. Décris-moi Et juste ce que c'est tu par vois. là. Hein. Ok. C'est par là que l'information qui est programmée, en fait, en ce sens-là, dans le sens du contrôle mental, Tout à fait. Remonte, vient. remonte le fil de cette programmation. Où est-ce que ça t'emmène? Où est-ce qu'est stockée cette programmation en amont, qui arrive donc dans les yeux de cet utilisateur? Remonte le fil. Ouais, directement dans les labos que je voyais, que j'ai déjà perçus avec des Ouais. grilles. Je vois des grilles aux commandes. Ok. Et ils bossent sur je les vois bosser donc comme sur des petites, Mhm. comment tu appelles ça, circuits. D'accord. Ça ressemble à des Ah petits ouais. circuits Très bien. électriques, ouais. Et, euh, et c'est là, il rentre l'information. Ok. Très bien. Et donc elle arrive directement de ces circuits-là dans l'œil de l'utilisateur, ou est-ce qu'il y a autre chose entre eux? Ben, ça passe par ce que je voyais, là, ces espèces de plaques transparentes Ok. Super. qui retiennent toute l'info. Mhm. C'est comme si cette info, en fait, dans ces plaques, elle était protégée. Et, euh, Ok. et plus fluide. Mhm. Et ensuite, elle est transmise de manière à arriver jusqu'au PC, enfin, de tous les matériels qui nous permettent de nous connecter, en fait, les Mhm. téléphones, enfin, tous les Ok. supports, en fait, Ouais, voilà. ouais. C'est très clair. Et quand elle arrive là, c'est par le biais de l'image et de l'œil que ça se Mhm. passe Ok. énergétiquement. L'énergie transporte, hein, donc de toute manière, c'est voilà, c'est par cette énergie-là que ça passe, de l'image à l'œil. C'est extrêmement clair, Nathalie. Ok. Très bien. Je vais maintenant te poser une toute dernière question. Est-ce qu'au niveau de ce graphène que tu as perçu, de ces plaques de graphène, est-ce qu'il y a une résonance avec le graphène qui peut être présent dans nos corps par rapport à la nourriture, l'alimentation, puisque le graphène est aujourd'hui quasiment présent à beaucoup d'endroits? Est-ce qu'il y a une résonance? Est-ce que tu vois quelque chose entre l'information qui est présente dans ces plaques de graphène au départ et ensuite potentiellement le graphène qui peut être présent dans le corps de l'utilisateur? Euh, Bah, c'est le même matériau, Ouais, ok. naturel en Hmm, l'occurrence, mais naturel, mais en même temps, je le sens comme quelque chose de dans le corps. C'est comme si on mettait des particules de plastique en fait. mhm, C'est l'impression là que ça me donne. Enfin, c'est ce ok, que j'en ressens, c'est ça. C'est comme si on mettait des parfait. petites particules imperméables Hmm, et en même temps qui ne sont pas compatibles avec notre système biologique et énergétique. ok. Très bien. Il n'y a pas de communication du coup entre les informations présentes dans le graphène, dans le corps de l'utilisateur et celui qui contient donc toutes ces informations dans ces plaques
que tu visualisais tout à l'heure. Tu ne vois pas de lien? Non, c'est pas le même. Non, Ok, non, non, pas directement très en bien. fait. Non. C'est extrêmement clair, Nathalie. Très bien, je vais te demander maintenant de te déconnecter de tout et de tout ce qu'on a vu pendant cette session d'hypnose. Je vais te demander donc du coup de te déconnecter totalement et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu ouvriras les yeux et tu seras de retour dans le présent. 1. Tout ton corps est parfaitement détendu. Tu vas laisser l'émotion qui te plaît le plus parcourir tout ton corps. Une belle émotion, celle que tu auras choisie et qui va parcourir tout ton corps. 2. Ton esprit est en blanc total. Tu rééquilibres tes fréquences à leur juste vibration, aux vibrations dans lesquelles tu étais avant le démarrage de cette session d'hypnose. Et à 3, Nathalie, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir dans le présent avec moi. Ok. Tout va bien? Tout va bien. Super. Ça va. Benvenuto Ouais. a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine,
Ma non solo, dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché
poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.